première loi de Joule ne dépend que de la température pour un gaz parfait. Et la formule à connaître, c'est la différentielle de U, c'est CV dt, CV, c'est CV du gaz en général, et puis N CV molaire, si on se met en quantité de matière, dt. Alors au passage, je ne l'ai pas dit, mais on pourrait faire l'intégration, du coup, si je connais la différentielle de la fonction, je connais la fonction. U vaut NCVT plus constante. Or, si la température tend vers zéro, l'énergie d'un gaz tend vers zéro, les molécules s'arrêtent au zéro absolu. Donc la constante d'intégration vaut 0. Donc U d'un gaz parfait, en fait, faut NCV molaire T. Donc ça, éventuellement, on peut la rajouter ici, cette propriété. Donc U égale NCV molaire T. Et puis delta U égale NCV molaire delta T. Donc T2 moins T1. Et puis pour H, l'enthalpie, H dépend également que de T. Et c'est CP molaire, NCP molaire dt. Donc de la même manière, H égale NCP molaire T, plus constante, et la constante d'intégration vaut 0. De la même manière que pour U. Et delta H égale NCP molaire delta T, donc T2 moins T1. Donc ça, c'est parmi les formules les plus utiles pour le gaz parfait. Et puis deuxième formule très utile, la relation de Mayer, qui nous donne la relation entre le CP molaire et le CV molaire. Alors vous pourrez l'avoir écrite autrement, je vous donne une autre façon de l'écrire, la relation de Mayer, que vous ne soyez pas perdu. Donc la relation de Mayer, on pourrait l'écrire comme ça. Vous voyez mon brouillon là ou pas? Ou je suis encore sur le mode court là? Vous êtes encore sur le mode court. Ah oui, d'accord, j'ai oublié de basculer. Alors, il faut que je fasse changer de fenêtre. Tac. Voilà, donc normalement je suis en mode brouillon. Donc la relation de Mayer, on avait vu CP molaire moins CV molaire égale R. Vous la trouverez aussi sous cette forme-là. Donc en fait, si vous n'êtes pas en CP molaire, mais en CP, le CP, c'est N CP molaire. Et le CV, système, en fait, ça revient à ça. Donc le CP, c'est N CP molaire. Le CV, c'est N CV molaire. Et si vous divisez tout par N, vous obtenez celle qu'on a écrite dans le cours, CP molaire moins CV molaire égale R. Monsieur? Attendez, je termine juste ça. Vous êtes bien sur Word là? C'est bon? Oui. Ok. Vous voyez, je divise par N et du coup j'obtiens la relation avec les grandeurs molaires. Allez-y, je vous écoute. C'est juste parce que Quentin il a un problème, son ordi l'a déconnecté tout seul, du coup est-ce que vous pouvez juste arrêter la vidéo, comme ça il revient et après vous relancez? Le problème c'est quand je fais ça, parfois je suis pas sûr de pouvoir reprendre. C'est ça qui m'embête. Là, il arrive pas, il a dit. Ouais, mais moi quand j'arrête le streaming et que je relance, souvent j'arrive pas à le relancer en fait. Donc si ça handicape 35 personnes au lieu d'une, ça m'embête un peu. Ça sera sur YouTube et il pourra le récupérer sur YouTube après. Oui. Bon. Alors, dans ce cas, je vais peut-être faire comme ça parce que j'ai un peu de peur que sinon. Donc la relation de Maillard, donc on a deux façons de l'écrire. Donc celle qu'on avait écrite dans le cours avec les grandeurs molaires, que je mets en gras là. Et si on n'est pas en grandeur molaire, elle devient CP moins CV égale NR. Donc ça, vous pouvez l'écrire page 31 à côté. Alors.
Je reviens au cours. Donc je vous rappelle, gamma, l'exposant adiabatique, c'est Cp molaire sur Cv molaire, c'est aussi Cp sur Cv. De la même manière, vous multipliez par n en haut et en bas, et n Cp molaire, c'est le Cp du système. Donc c'est aussi Cp du système sur Cv du système. Donc moi je travaille plutôt en grandeur molaire, mais vous pouvez aussi trouver d'autres notations. Et puis on avait vu que Cv molaire et Cp molaire pouvaient s'écrire en fonction de gamma. Donc ça va sur ces points-là, il n'y a pas de questions. Ok. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'étudier des transformations réversibles d'un gaz parfait en utilisant notamment les formules qu'on a écrites la dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'une transformation réversible? D'abord, elle est quasi statique très lente, pour que le système soit en état d'équilibre à tout instant. Donc c'est l'opposé de brutal. Dès qu'une transformation est brutale, elle est irréversible. Et si elle est très lente, alors elle peut être réversible. Et en plus, elle doit être renversable à tout instant, c'est-à-dire qu'on peut inverser le sens de la transformation en repassant par les mêmes états d'équilibre. Donc, il ne doit pas y avoir de phénomène irréversible qui empêcherait ce retour. Donc ces phénomènes irréversibles sont les frottements, l'effet Joule, qu'on regroupe sous le terme phénomène dissipatif, frottement qui transforme l'énergie mécanique en énergie thermique, l'effet Joule qui transforme l'énergie électrique en énergie thermique. Ce qu'on appelle la diffusion, c'est lorsqu'on a un transfert de matière irréversible, donc un mélange de deux gaz, un mélange de deux liquides. Si vous avez deux compartiments de concentration différentes et que vous le laissez, au bout d'un moment ça s'homogénéise, la concentration est la même dans les deux compartiments, le retour en arrière n'est pas possible. Et puis très fréquent, le transfert thermique d'un corps chaud vers un corps froid se fait spontanément, toujours dans le même sens. Donc dès que vous en avez un, alors c'est irréversible. Si on échange du travail, alors on n'échangera pas de travail électrique, parce que dès qu'il y a du travail électrique, il y a de l'effet Joule, donc ça nous restreint. On échangera du travail de force pressante. Par exemple, vous avez un gaz enfermé dans un piston, vous pouvez le comprimer tout doucement ou le détendre tout doucement. Et si c'est tout doucement, ça doit être très lent, quasi statique, alors nécessairement, il doit y avoir équilibre mécanique du piston. La pression à gauche et la pression à droite doivent être quasiment égales. Donc on va mettre un égal pour simplifier, à tout instant. Donc équilibre mécanique, alors ça peut être réversible. Et dès qu'il y a une différence de pression, alors ça va être brutal. Compression brutale, détente brutale, et ça c'est forcément irréversible. Si vous échangez de l'énergie thermique avec le milieu extérieur, il ne faut pas qu'il y ait un corps chaud et un corps froid, sinon ça sera forcément irréversible. Donc la température du système doit être égale à la température de l'extérieur. Bon, on voit que toutes ces conditions font qu'une transformation réversible, en fait, ça n'existe quasiment pas. C'est un cas idéal, c'est un modèle vers lequel on tend, mais c'est à peu près irréalisable expérimentalement. Pour comprimer un gaz de manière réversible, il faut le comprimer de façon extrêmement lente pour qu'il pas qu'il s'échauffe et pour qu'il reste toujours à la même température que le milieu extérieur, par exemple. En pratique, ça prendrait un temps infini, c'est pas possible. Donc, c'est un modèle, et en fait, les machines réelles n'utiliseront pas des transformations réversibles. On pourrait essayer de s'en approcher, mais on ne sera jamais dans des conditions réversibles. Alors, première transformation réversible, isocore, volume constant. On n'apporte pas d'autres travaux, parce que dans les autres travaux, souvent il y a des travaux électriques. S'il y avait un travail électrique, il y aurait un effet Joule irréversible. Donc, on élimine les travaux électriques, et donc, on suppose qu'il n'y a pas d'autres travaux que le travail des forces pressantes. Je vous rappelle, WU, c'est le travail utile, travail autre que celui des forces pressantes. Ici, il n'y en a pas. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est quel est le travail reçu par le système et quelle est l'énergie thermique reçue par le système lors de cette transformation. C'est toujours le but. Donc on va voir que delta U, delta H, ce sont des auxiliaires de calcul, mais ce n'est pas eux qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse physiquement, c'est le travail et la chaleur.
l'énergie thermique. Donc, c'est isocore, c'est pas isobar, donc on n'a pas le droit d'utiliser delta H, donc on utilise delta U. La formulation la plus générale, W plus Q pour un système immobile. Le travail, c'est le travail des forces pressantes. Plus WU, on a dit qu'il n'y en avait pas, donc il n'y a que le travail des forces pressantes. Et puisque le volume est constant, la variation de volume est nulle, le travail des forces pressantes, il n'y en a pas. Donc le système ne peut pas recevoir de travail. Par contre, il peut recevoir de l'énergie thermique. Qu'est-ce qu'elle vaut? Eh bien, elle vaut delta U, d'après le premier principe. Et delta U, je connais, pour un gaz parfait, c'est l'intégrale de DU, enfin, pour tout système d'ailleurs, c'est l'intégrale de DU, et pour un gaz parfait, DU, c'est NCV molaire dt. Et donc, delta U, c'est NCV molaire delta T, T2-T1. Voilà, j'ai l'énergie thermique reçue par le système et le travail reçu. Donc, j'ai rempli l'objectif. Et delta H n'a aucun intérêt. Passons à une isobar réversible. Alors, isobar, pression constante. Réversible, ça veut dire qu'à tout instant, la pression du système doit être égale à la pression extérieure. Que ce soit quasi statique pour qu'il n'y ait pas une détente ou une compression brutale. Et puis pareil, pas de travail électrique. Okay, donc premier principe, delta U égale W plus Q, mais en plus c'est isobar. Et donc dès que c'est isobar, on a le droit d'utiliser H. Delta H égale WU plus Q, il n'y a pas de WU, delta H égale Q. Donc ça c'est intéressant, j'ai accès directement à l'énergie thermique reçue, Q c'est delta H. Q c'est delta H c'est intégrale de dH, intégrale de NCP molaire dt, NCP molaire T2-T1. Ici on voit que delta H a un intérêt, delta U beaucoup moins. Et puis le travail, alors on pourrait faire de delta U moins Q, puisque Q, ça y est, on l'a. Oui, ou alors on peut essayer de faire le calcul direct, plutôt peut-être intégrale de moins P extérieur dV. C'est réversible, donc P extérieur c'est P, intégrale de moins P dV. C'est isobar, donc la pression est constante, on peut la sortir l'intégrale. Et du coup, moins P intégrale de dV, moins P delta V, moins P V2 moins V1. Et ici on voit PV2, PV2 bah, c'est NRT2, NRT2. Et PV1, NRT1. Donc éventuellement, on peut mettre en fonction des températures ou en fonction de pression et volume. Donc ça dépend des variables auxquelles on a accès. Donc ça y est, je sais calculer le travail des forces pressantes, je sais calculer le transfert thermique reçu. Donc je peux m'arrêter là. Alors souvent, il se trouve que vous avez tendance à oublier le premier principe isobar delta H. Alors si jamais vous oubliez, c'est pas trop grave, on peut y arriver quand même. On prend le premier principe, Q c'est delta U moins W. Delta U, on sait le calculer. W, on sait le calculer. On remplace. Et puis finalement, on arrivera à la même chose que delta H. Ça prendra plus de temps. Si vous pensez à delta H, vous gagnez du temps simplement. Donc on va voir que dès que c'est isocore, dès qu'on maîtrise le volume, on n'utilisera plus U, delta U. Et dès que c'est isobar, on utilisera delta H. Donc moi j'utilise le moyen mnémotechnique. UV, ultraviolet, donc U associé au paramètre, la variable volume, ou au paramètre volume, et HP, Hewlett Packard, enthalpie pression. Tout va bien? Oui, seulement, c'est dit à quel endroit que WU est forcément égal à 0 pour les transformations réversibles. Alors, W en général, c'est le travail électrique. S'il y a un travail électrique, il y a un effet Joule. S'il y a un effet Joule, c'est irréversible. Donc, du moment que je me mets dans des transformations réversibles, j'ai pas le droit d'avorter un travail électrique. Ok, merci. C'est automatique.
Alors, isotherme réversible. Isotherme, c'est ce que ça veut dire. Température constante, et je la note TI comme température initiale. La température reste égale à la température initiale. C'est réversible, pas de travail électrique. W est nul. Donc, premier principe, delta égale W plus Q. Quelles sont les grandeurs faciles à calculer? Isotherme. L'étudiant lambda répond au isotherme, Q est nul. Surtout pas. Q est nul, c'est adiabatique. Isotherme, c'est pas adiabatique. Donc Q n'a aucune raison d'être nul. Par contre, delta U, c'est l'intégrale de DU. DU, c'est NCV molaire dt. Et la température, elle passe de TI à TI, autrement dit, dt est nul. Ah, delta U est nul. La température ne varie pas, donc l'énergie du gaz ne varie pas, puisqu'elle dépend que de sa température. D'accord, il est à énergie interne constante. Donc ça veut dire que W plus... Oui. En fait, c'était pour delta U. Pourquoi est-ce qu'on considère que le volume il est constant et pas la pression qui est constante? Alors attends, vous êtes dans quel paragraphe là? C'est juste delta U égale l'intégrale de du NCV mol dt. J'ai pas dit ni volume ni pression, j'ai que la température là. J'ai pas compris la question. Hein, DU, c'est NC molaire dt, quelle que soit la transformation. DU d'un gaz parfait ne dépend que de sa température. Ne dépend que de la différentielle de sa température en l'occurrence. Et donc l'intégrale de la différentielle. La température ne varie pas, l'énergie interne ne varie pas. Donc isotherme veut dire W plus Q est nul. Ah, ça veut dire que globalement, il n'échange pas d'énergie. Il reçoit autant qu'il donne. Et son énergie interne, du coup, ne varie pas. Donc, comment on fait? Pour calculer Q, il n'y a pas de formule. Puisqu'on a vu des formules pour calculer Q, dans le cas isocore et isobar. Et pour toute autre transformation, on calcule Q grâce au premier principe. Donc W plus Q égale 0. Et Q, j'ai pas de formule. Donc, je vais calculer W et je pourrais en déduire Q par le premier principe. W intégrale de moins P extérieur dV, c'est réversible, donc à tout instant, équilibre mécanique, P extérieur doit être égal à P, donc je remplace par moins PdV, et je me retrouve avec une intégrale avec deux variables, P et V, qui ont tous les droits, le droit de varier, justement. Hein. La température ne varie pas, mais P et V peuvent varier. Donc une intégrale avec deux variables, je ne peux pas la calculer. Il faut se ramener à une seule variable. Donc c'est là où on sort l'équation d'état des gaz parfait. PV c'est nRT et T c'est TI, c'est une constante. Donc P c'est nRTI sur V. Le nRTI on peut le sortir. Et du coup on se retrouve avec une équation, une intégrale simple à une seule variable, volume. Donc ça on sait faire. Primitive de d de V sur V, ln de V, entre V2 et V1. Donc ln de V2 moins V1. ln de V2 moins ln de V1. Et une différence de log, c'est log d'un rapport. Vérifions qu'on ne dit pas de bêtises. Log d'un rapport, ça n'a pas d'unité. N en mol, R en joule par Kelvin par mol, TI en Kelvin, et l'ensemble nRT, c'est homogène à des joules. Joule fois un truc sans unité. Oui, c'est bon, ça marche. Donc ça, c'est en fonction de la température et des paramètres volume. On peut remplacer les volumes avec l'équation d'état des gaz parfaits, avec P, V c'est nRT, donc V c'est nRT sur P, et du coup les nRT s'en vont, et ça fait P1 sur P2. Et puis moins log, c'est log de l'inverse, donc nRT I log de P2 sur P1. Ça n'a pas d'unité, et nRT c'est en joule. Donc soit comme ceci, c'est évidemment la même grandeur, on est bien d'accord. Et Q plus W c'est 0, Q c'est moins W, donc c'est moins celui-là ou moins celui-là, en fonction soit des volumes, soit des pressions, en fonction de ce qui vous arrange. Oui. Question. Un peu plus haut, pour l'intégrale de
enfin, quand on disait du coup que delta U, c'était l'intégrale de NC bémol dt, les bornes, c'est TI partout, c'est du fait que c'est constant? Parce que c'est isotherme. Donc on est à TI initialement, on reste à TI. Oui. Et donc, du coup, l'intégrale vaut 0. Quand tu intègres une fonction entre A et A, l'intégrale de Oui, oui. f de x dx entre A et A égale 0. Sinon, tu peux dire dt égale 0. T varie pas, dt égale 0. D'accord. Alors, je vous ai donné un petit exemple concret, peut-être, un peu plus concret. Vous prenez un gaz, vous l'enfermez dans un piston. Par exemple, une pompe de bicyclette. Donc de l'air, et vous comprimez. Alors attention, vous le comprimez de manière réversible, donc quasi statique. Donc vous comprimez tout doucement en fermant ici l'embout de votre pompe. Vous comprimez tout doucement l'air. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on comprime un gaz, normalement il s'échauffe. Donc si vous le comprimez tout doucement, il va s'échauffer un tout petit peu, et dès qu'il va être plus chaud que l'air extérieur, il va lui donner l'énergie thermique, la chaleur. Et donc il va revenir à l'extérieur. Donc finalement, si vous comprimez tout doucement, vraiment tout doucement, il va rester à T extérieur en tout instant. Et ça va être isotherme. Vous le comprimez, vous lui apportez du travail, un travail de compression, et lui, il rétrocède ça à l'air extérieur sous forme de chaleur qui quitte le système négative, et la somme des deux est nulle. Donc finalement, l'énergie du gaz ne varie pas parce que tout ce qu'il donne, tout ce qu'il reçoit, pardon, il le redonne. Et du coup, sa température ne varie pas. Bon, évidemment, c'est un cas très... Comment dire? C'est un modèle. C'est un cas... expérimentalement, ça prend un temps infini. Donc, on va pas faire ça. Vous allez comprimer votre gaz, vous, assez brutalement, et donc il va s'échauffer, et du coup, ça devient irréversible. Donc là, c'est un modèle vers lequel on tendrait si on faisait une compression vraiment très très lentement du gaz dans la pompe de bicyclette. Ça va? Oui, ça va. Ok. Alors, la transformation la plus importante, parce que celle qui va nous demander le plus de calcul, c'est l'adiabatique réversible. Donc, on l'appelle aussi isentropique. On verra pourquoi dans le chapitre suivant. Adiabatique, on sait ce que ça veut dire. Hein. Pas de transfert thermique. Pourquoi? Parce qu'en général, vous mettez des parois calorifugées, athermanes. Réversible, donc très lent, quasi statique, avec équilibre mécanique avec l'extérieur. Pas de travail électrique, sinon ça serait irréversible. Et le mot isentropique veut dire entropique constant. Ça, on verra dessus un peu plus tard. Pour l'instant, adiabatique réversible. Donc, on va montrer qu'il y a une formule qui relie les paramètres d'état lors de la transformation adiabatique réversible. Donc, on fait une démonstration avec les grandeurs élémentaires. Donc, premier principe élémentaire, du égale delta W plus delta Q. C'est adiabatique, donc il n'y a que du travail. C'est que du travail de force pressante, donc moins P extérieur dV. C'est réversible, donc P extérieur CP, donc moins PdV. Et du, c'est un gaz parfait, donc CNC molaire dt, caractérisé par la grandeur gamma, donc CV molaire, c'est R sur gamma moins 1. Donc du d'un gaz parfait égale moins PdV. Ensuite, on utilise l'équation d'état des gaz parfaits, on a fait la différentielle à droite et à gauche. La différentielle de PV, c'est NR dt. La différentielle d'un produit. Donc ça, on sait faire, c'est comme une dérivée d'un produit. On différencie l'un sans différencier l'autre, donc P dV, puis on différencie P sans différencier V, donc plus V dP. Ça ressemble à UV' plus U'V, sauf que c'est des différentiels. Et puis à droite, la différentielle de nRT, la seule variable c'est la température, donc nRdt. Donc nRdt, qu'on a ici, peut être remplacé par PdV plus VdP.
Alors là, vous avez une fraction. J'envoie le gamma moins 1 de l'autre côté pour ne plus avoir de fraction. Je regroupe les termes du même côté, donc PDV plus gamma moins 1 PDV. Je factorise. Et ça nous fait du gamma PDV plus VDP égale 0. Monsieur, Oui, j'arrive pas à comprendre en fait l'étape de calcul avec PDV plus VDP est égal à NRDP et on passe d'accord. après à PDV plus VDP sur gamma moins 1 est égal à moins PDV. J'arrive pas à Alors, comprendre. alors est-ce que tu as compris la première ligne, enfin, d'où PDV plus VDP égale NRDT? Celle-là, avec la différentielle. Donc, c'est la différentielle de l'équation d'état. Je fais la différentielle à gauche, j'obtiens PDV plus VDP, je fais la différentielle à droite égale NRDT. Et NRDT, je m'aperçois qu'il est là. Donc, je remplace NRDT sur gamma moins 1 par PDV plus VDP sur gamma moins 1. Je remplace juste NRDT par la différentielle de PV, donc PDV plus VDP. Oui, non. Non, je vois pas ce que c'est que gamma moins 1. Gamma moins 1, c'est... Alors, d'où vient gamma moins 1 CV molaire égale R sur gamma moins 1, ça te dit quelque chose, ça? Oui, C'est la page 31. Oui. On avait démontré que CV molaire, c'était R sur gamma moins 1 et que CP molaire, c'était gamma R sur gamma moins 1. D'accord? Donc ça caractérise un gaz parfait d'exposant adiabatique gamma. Oui, oui. d'accord. Et donc j'ai une fraction NRDT sur gamma moins 1 et NRDT, je le remplace par ce terme-là, PDV plus VDP. Donc je passe de cette ligne-là à cette ligne-là en remplaçant NRDT là du haut par ça. D'accord. Alors, je vous conseille de vous entraîner à la refaire cette démo parce que c'est vrai qu'elle n'est pas super simple. Donc l'idée c'est de changer de variable. En fait j'ai la variable V, la variable P, la variable T, j'en ai 3. Je sais que l'équation d'état permet d'exprimer l'une en fonction des deux autres. Donc dt ou NRDT doit pouvoir s'exprimer en fonction des deux autres. Pour ça, j'utilise la différentielle de l'équation d'état. Donc le but, c'est de faire disparaître en fait le paramètre t et de rester en P et en V. Alors là, je fais le produit en croix, ok, je mets tout du même côté. Et ici, je divise par PV. PV vaut NRT, PV n'est jamais nul, puisque la température n'est jamais nulle. D'accord. Donc je divise par quelque chose qui n'est jamais nul, ça marche. Et ça fait gamma d de V sur V plus d de P sur P égale 0. Qu'on appelle donc la formule de Laplace sous forme différentielle. C'est une relation entre la différentielle de P et la différentielle de V durant la transformation. Ensuite, je prends la primitive. La primitive de d de V sur V, dx sur x, c'est ln de x, donc ln de V. d de P sur P, ln de P. Et si la différentielle est nulle, la fonction est constante. Ensuite, gamma log de V, c'est log de V puissance gamma. Et puis log de A plus log de B, c'est log du produit. Donc log de PV gamma. Si le log est constant, alors on passe à exponentielle. PV exposant gamma égale exposant d'une constante. Et exposant d'une constante, bah, c'est une autre constante que j'appelle K1. PV exposant gamma égale K1. Formule de Laplace pour une transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait et uniquement pour un gaz parfait qui subit une transformation adiabatique réversible. Si la transformation n'est pas ainsi et si c'est pas un gaz parfait, évidemment, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a d'autres points de la démo qui coincent?
Et du coup, là, d'ailleurs, pour la fin, ça ne dérange pas au final qu'on enlève l'exponentielle? La exponentielle de k, ça fait une autre constante. Ah, Donc k1, c'est simplement exponentielle de k. C'est une autre ok. constante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le produit PV gamma égale constante. PV exposant gamma égale constante. D'accord? Et maintenant, vous comprenez pourquoi on l'appelle l'exposant adiabatique. C'est la grandeur qui intervient en exposant de V dans une transformation adiabatique réversible. D'où son nom, l'exposant adiabatique. Donc je rappelle, gamma c'est Cp sur Cv ou Cp molaire sur Cv molaire. Alors comment est-ce qu'on va utiliser ça? En fait, PV exposant gamma est constant durant toute la transformation et en particulier, c'est vrai au début, P1 V1 gamma et à la fin, P2 V2 gamma et c'est la même constante. Donc si vous connaissez la pression et le volume initial et que vous connaissez par exemple le volume final, ah ben, vous êtes capable d'en déduire la pression finale. Vous êtes capable de déduire un des paramètres connaissant trois autres. En pratique, on va vous donner P1, V1 et puis soit P2, soit V2 et vous en déduirez soit V2, soit P2. Alors, on regarde les autres formules de Laplace. En fait, on peut en écrire trois des formules de Laplace. Moi, j'en apprends qu'une, c'est PV exposant gamma égale constant. Vous pouvez l'appliquer à 1, vous pouvez l'appliquer à peu importe, on s'en fiche. Et après, vous avez la relation d'état des gaz parfaits. Donc, s'il y a un paramètre qui vous embête, par exemple, V m'embête, parce que je le connais pas, je le maîtrise pas, eh ben, je le remplace. V, c'est nRT sur P. Je développe la puissance s'applique à tout le monde, donc ça fait P sur P puissance gamma, fois T puissance gamma, fois NR puissance gamma, égale constante. Le NR puissance gamma, je peux le lancer dessous, K1 puissance sur NR puissance gamma. Je rassemble les P en P puissance 1 sur gamma, P puissance 1 moins gamma, fois T puissance gamma, égale une nouvelle constante. Et voilà la formule de Laplace avec les variables P et T. Celle-là, je la prends pas parce qu'elle est un peu compliquée avec les puissances 1 moins gamma. Donc je retiens que la première et l'équation d'état des gaz parfait. Alors on va voir si ça marche. On va faire la même chose avec les paramètres T et V. Donc cette fois-ci, le but c'est d'éliminer P. Alors, on va aller faire ça. Sous Word. Alors, on était là, PV. PV exposant gamma égale constante et PV égale NRT. Donc, on a dit qu'on voulait passer en paramètres T et V. Donc, c'est P qu'on veut éliminer. Donc, P au NRT sur V. Donc, on a NRT sur V fois V puissance gamma égale K1. Donc, le divisé par V, je vais le mettre à côté du V. Voilà. Le NR, bah, je vais le balancer de l'autre côté. Et K1 sur NR, bah, c'est K2. C'est K3 plutôt. Une autre constante. Et je rassemble les termes à gauche. Donc j'ai du T et puis j'ai du V puissance bah, gamma moins 1.
Et voilà la formule de Laplace en paramètres T et V. T et V exposant gamma moins 1 égale constante. Donc c'est la troisième formule de Laplace. Donc, ce que je vais vous demander de faire, c'est revoir la démonstration, arriver à PV exposant gamma égale constante, et ensuite de vous entraîner à savoir la transformer en changeant de paramètres, en éliminant soit P, soit V, et en passant en T et P, T et V. Il n'y en a qu'une à retenir, et après, on se débrouille. Ça va? Ça va. Ok. Alors, on repasse sur le cours. Et donc, en pratique, vous connaissez une formule de Laplace et vous retrouvez les deux autres. Alors, on termine notre transformation adiabatique réversible. Le but, c'était de calculer W et Q aussi. Alors, Q, c'est facile, c'est adiabatique, il n'y en a pas. Et du coup, le premier principe me donne W égale delta U. Donc, pas besoin d'aller intégrer moins P extérieur dV, il y a beaucoup plus simple. W égale delta U. Delta U, c'est l'intégrale de DU. DU, c'est l'intégrale de NCV molaire dt. Et donc, ça y est, pof, voilà W. Alors, soit en fonction des températures, et puis éventuellement, CV molaire, c'est R sur gamma moins 1, NRT, c'est PV. Donc, si on veut, on peut le mettre en fonction des pressions et volumes. Donc, P2V2 moins P1V1 sur gamma moins 1. Ou NC molaire sur la T2 moins T1. Donc là, ça dépend des paramètres dont on dispose. Delta H, aucun intérêt. Donc finalement, delta H, c'est intéressant quand c'est isobar réversible. Et sinon, c'est pas intéressant. J'ai du mal à comprendre pourquoi delta H, justement, c'est intéressant que quand c'est isobar. Disons qu'elle a un sens physique. On peut toujours la calculer, mais elle a un sens physique. Elle ne représente quelque chose d'intéressant que dans le cas isobar ou monobar avec P1 égale P2 égale P extérieur. Mais c'est pas une question très simple. C'est, j'ai envie de dire, ça résulte de la définition de H. H, c'est U plus PV, et donc delta H n'a d'intérêt que quand c'est isobar. Mais je n'ai pas une réponse très simple à te donner. C'est ainsi. Voilà, donc on sait maintenant calculer W et Q pour les transformations classiques réversibles d'un gaz, isochore, isobar, isotherme et adiabatique. Donc, à partir de ça, on va faire une application que vous allez préparer pour demain, qui est le cycle de Carnot. Alors, juste regarder avec vous. Ah oui, mais je ne l'ai pas mis là. Il est sur une autre page, donc si je ferme, ça arrive. C'est pas grave. Donc, pour demain, c'est très rapide. Vous n'avez que 2 pages. On vous décrit un cycle. Par contre, les réponses, moi, ça tient sur 3 pages quand même. Alors, on vous demande de réfléchir un petit peu à comment on va représenter le cycle. Est-ce qu'il est moteur ou résistant? Rien qu'à sa tête. Pour chaque transformation, calculer le travail et l'énergie thermique échangée. Et on verra qu'à la fin, on va calculer le rendement du cycle. Donc en fait, ça sera notre première machine thermique avec une application numérique d'un calcul de rendement. Donc ce sera plus presque du TD demain.
Donc idéalement, vous remplissiez toutes les lignes, et puis on réfléchit à tout ça ensemble demain. Alors, avez-vous des questions, que ce soit sur le contenu du cours ou sur l'organisation? Sinon, je vais pas en faire plus ce soir comme cours. Alors, ce qu'on peut peut-être faire quand même, c'est s'il y a des questions sur le DL de cinétique, peut-être. Voilà. Hop, la partie pro du DL. Alors, c'est une partie qu'on a tirée d'un concours agro d'il y a quelques années. Et c'était sans calculatrice. Donc, il fallait se débrouiller sans faire de régression linéaire. Alors, la réaction, a priori, il y avait 4 ordres, mais comme l'eau, c'était le solvant, donc en grand excès, donc on pouvait considérer que sa concentration était quasi constante, donc on pouvait le rentrer dans la constante apparente de vitesse. La pression en O2 était fixée, donc la concentration en O2 dans le milieu était constante. Donc tout ce qui est constant, on le rend dans la constante apparente de vitesse. Et finalement, on n'a plus que 2 ordres qu'on peut déterminer du coup, en fonction de Fe2+, et en fonction de HO-. Les expériences sont menées à pH constant, donc H3+ c'est constant, et HO- aussi. Donc, finalement, on peut rentrer ça dans une nouvelle constante apparente de vitesse, et la vitesse dépend que de la concentration Fe2+. Donc tout ça, c'est la méthode d'isolement d'Ostwald qui nous permet de déterminer maintenant l'ordre alpha. Donc vous regardez ce qu'on vous donne, on vous donne un log de Fe2+ sur Fe2+ 0, alors c'est une façon un tout petit peu différente de d'habitude. D'habitude, on met log de Fe2+ en fonction du temps. Et donc on a log de Fe2+ égale log de C0 moins K'T. Donc là, le C0, on l'a mis à gauche, donc dans le Y. Donc vous voyez log, vous pensez à l'ordre 1, vous postulez l'ordre 1, et vous trouvez que log de Fe2+ à l'instant t sur Fe2+ à l'instant 0 doit dépendre linéairement du temps. C'est vrai expérimentalement, donc l'ordre est vérifié. Et la pente, c'est K'. Donc pour chaque expérience, vous êtes capable de trouver la pente, donc K'. Alors là, il fallait réfléchir un petit peu. À chaque fois, le pH était différent, donc il fallait regarder la relation entre K' et le pH. Alors on avait K' en fonction d'HO-, et HO-, il y avait un bêta qui nous embêtait, donc en général on prend un ln. Sauf que le pH est moins log d'H3+, donc ici c'était plus judicieux de prendre le log décimal et pas le log népérien. Donc log de K', c'est log de K plus bêta log de HO-. Et HO- s'exprime en fonction d'H3+, donc finalement en fonction du pH. Et donc si on trace log de K' en fonction du pH, la pente c'est bêta. Donc on va trouver l'ordre sans avoir à le postuler. Et donc l'ordre, on le trouve, c'est 2. Ainsi.
Bon, après, le temps de demi-réaction, ça c'est un truc classique pour l'ordre 1. Je sais pas après si vous avez des questions. Donc, ce qui serait pas mal, c'est que pour mercredi, donc, vous prépariez le TP de cinétique et vous prépariez en même temps toutes les questions qui vous restent en cinétique chimique. Donc, comme ça, on se fait une séance exclusivement dédiée à la cinétique chimique pour être prêt au mieux pour le prochain DS. Bon, bah voilà pour aujourd'hui. Merci, au revoir. À demain, donc. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.